La semaine de la généalogie, Animé par Olivier Bussmann. en direct sur LMR. Édouard, bonjour. C'est quoi le rôle d'un directeur des archives départementales ? On est sur un territoire, le département, et depuis plus de 2 siècles, en France, il y a pour chaque département un dépôt qui centralise D'accord. les archives produites par l'État sur le territoire du département. Alors au début, bien sûr, c'est une création révolutionnaire, c'était pour rassembler au chef-lieu du département Oui. toutes les archives des institutions supprimées, les abbayes, les D'accord. parlements, Ouais. voilà, en se disant tous ces documents, il ne faut pas que... Bon, il y en a certains qui ont fait un peu... qui sont passés au feu, mais enfin, Ouais. globalement, voilà, il s'était dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et puis, naturellement, ces institutions ont, dans la suite des années, récupéré aussi les archives produites par les administrations révolutionnaires, et ainsi de suite. Ce qui fait que dans des archives départementales, aujourd'hui, on a tout depuis le début. D'accord. Alors chez nous, ça commence en 836. Ah, quand même. Il y a d'autres endroits où ça commence un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais notre document le plus ancien à Dijon, c'est un diplôme de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne. D'accord. Et notre document le plus récent, François Hollande, Emmanuel Macron, quoi. D'accord, Voilà, cette d'accord. époque-là. D'accord, donc ça va de l'avant, presque, ouais, donc du 800 jusqu'au 21e siècle, quoi. Donc voilà, Oui. quand même, c'est assez vaste quand même. Est-ce qu'il y a des articles qu'on ne retrouvera jamais ? On sait très bien que c'est fini, l'histoire s'est arrêtée, je sais pas, sur des abbayes, des choses comme ça, ou des choses qu'on aimerait retrouver, mais on sait très bien que ce sera trop tard, parce que ça s'est coupé, quoi. Quand c'est jeté, quand c'est brûlé, c'est fini. On a par exemple les archives de l'abbaye de Cîteaux, donc fonctionnement de l'abbaye, mais Cîteaux, donc pas fondée par Saint Bernard, mais enfin illustrée par Saint Bernard, Ouais. qui c'est une abbaye qui est fondée en 1098, qui rapidement a des filles, des petites filles, a plusieurs centaines de monastères en Occident, et c'est un ordre qui est centralisé, c'est-à-dire que l'abbaye de Cîteaux est en même temps abbé général et réunit tous les ans un chapitre général où tous les abbés d'Europe viennent passer quelques jours avec leurs collègues. Eh bien, les archives de cette gestion de l'ordre n'existent plus. D'accord. Donc ça, elles ont été détruites. Peut-être qu'on a quelquefois de bonnes surprises, des choses Ouais. qui réapparaissent, mais en définitive, si on regarde plutôt le verre plein, à moitié plein que le verre à moitié vide, on peut se dire que c'est déjà extraordinaire qu'il y ait des parchemins qui ont plus de 12 siècles et qui sont parvenus jusqu'à nous, alors même que c'est un peu plus fragile qu'une statue en marbre, Bien sûr, bien sûr. ou que, je sais pas, des objets en métal. Donc il y a des pertes qui sont en effet irréparables, mais quelquefois on retombe sur des trucs qui ont échappé, ou bien des copies faites à l'époque, je répète, on a parfois de très bonnes surprises. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, j'achète un lot d'archives chez un marchand du Cantal où j'étais archiviste, et puis dedans, je retrouve un truc, je dis, pas de chez nous ça. C'était une minute de notaire du XVIIe siècle du département des Ardennes. D'accord. Et je l'ai envoyé immédiatement. Et dans les Ardennes, je ne fais pas de croquis, mais il y a eu pas mal de guerres quand même, et notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont fait du dégât. Et quand ils ont reçu cette minute de notaire, c'était un truc, c'était génial quoi, pour eux. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était banal, Ouais, et pour bien eux, sûr. c'était un truc Ouais. qui surnageait. C'est tout juste s'ils m'ont pas élevé une statue là-bas, vous voyez, à Charleville-Mézières. Je suis pas allé, mais non, mais vous voyez, il y a des bonnes surprises. Bien Je ne sûr. sais pas ce que cette archive faisait dans un grenier du Cantal, Ouais. mais voilà. Parce qu'en fait, les archives, on peut en acheter, en fait. Oui, alors il y a des archives qui sont publiques, donc celles-là, elles sont imprescriptibles, inaliénables. C'est-à-dire que si vous voulez les vendre, vous allez en prison. Enfin, je la fais courte, mais Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. En revanche, il y a des archives familiales qui, vous voyez bien, une maison qui se vend, qui Ouais. se vide, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Bon, allez, on brûle. Ah, il y a un bonhomme qui passe, un brocanteur, machin, et puis ça se retrouve au déballage dans une brocante, ça se retrouve chez un marchand qui nous fait des propositions, etc. Vous voyez, en ce moment, on est en train d'acheter un plan d'une seigneurie 18e, un peu au sud de Dijon. Hop, c'était D'accord. sur eBay. Donc, Ah ouais ? ouais. Ah, carrément, sur Ouais, eBay. ouais, C'est ouais. fou, ça, quand Ouais, même. il suffit de se mettre des alertes, et puis on a aussi des rabatteurs d'archives, c'est-à-dire des généalogistes, souvent des usagers des archives, qui nous disent « Ah, il y a ça, j'ai vu ça, qu'est-ce que... » Voilà, donc effectivement, D'accord. on récupère aujourd'hui des archives anciennes.
D'accord. Si j'ai bien compris au départ, donc les archives, c'est donc dans les mairies. Après, c'est parti dans les églises, d'accord? C'est les églises qui en étaient détenteurs des ces archives. Non. En fait, il y a des archives qui sont ecclésiastiques, mais sinon, il y a les archives civiles. Je veux D'accord. dire, notre document de 836, c'est le roi Louis le Pieux qui fait un don à un de ses fidèles. Donc, D'accord, ça n'a rien d'accord. d'ecclésiastique. D'accord, d'accord. Donc, non, les domaines sont bien séparés. Simplement, à la Révolution, on ramasse tout ce qui est périmé, Bien sûr, que bien ce sûr. soit ecclésiastique ou que ce soit Bien sûr. les archives d'Ancien Régime. Est-ce que le monde ecclésiastique s'ouvre quand même, laisse ouvert quand même l'accès à leurs documents? Pas du tout. Oui, alors déjà, pour ce qui est de l'Ancien Régime, en fait, ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que les archives ont été confisquées. Oui. Voilà. Et puis après, pour ce qui est post-révolutionnaire, moi, je peux prendre l'exemple des archives diocésaines de Dijon, Oui. qui sont dotées d'une professionnelle des archives et des bibliothèques qui est jeune retraitée. Mon prédécesseur va y donner la main, Oui. et les inventaires sont disponibles et les choses sont ouvertes, quoi. Je veux dire, c'est organisé, c'est professionnel, et donc ça roule. Il n'y a pas de restrictions ou de. Il y a un accès quand Ouais, même ouais, qui est ouais. assez libre. Oui, je dirais même qu'ils nous prêtent quelquefois des pièces quand on a besoin pour une expo ou pour. Et puis même, ils ont. Alors, question moyens, ils sont moins bien dotés que nous. Et à Dijon, il y avait un document assez incroyable tenu depuis à partir du début du 19e avec la liste de tous les curés, de tous les aumôniers, de tous les Ouais. pour chaque paroisse, pour chaque congrégation. Et c'était rempli au fur et à mesure jusque dans les années 50. Donc vous aviez un truc assez incroyable et ils ont dit oui, ça nous intéresserait que ça soit numérisé. Je dis ok, on numérise chez nous, on vous rend le document avec les fichiers numériques, mais la contrepartie c'est qu'on peut on peut mettre ces images en ligne sur notre site. Comme ça, tout le monde était content. Bien Et nous, sûr. on offre au public des ressources qui sont intéressantes, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc la collaboration est fluide et c'est vraiment intéressant. Puis quand je récupère, moi, dans des mairies, dans des fonds de grenier, des archives ou je sais pas moi, des dossiers de mariage des années 50, moi, je ne les regarde pas Ouais. et je les donne immédiatement parce qu'il y a des choses intimes, Bien si sûr, vous bien voulez, sûr, et qui bien ne sont sûr. pas de mon ressort. Non, Voilà, bien qui sûr, sont du bien sûr. ressort de l'Église catholique. Bien sûr. Alors, je parle de l'Église catholique parce que on a les archives le dépôt des archives protestantes, de la paroisse protestante de Dijon. D'accord. Mais là, vous voyez, elles sont chez nous, elles sont en dépôt chez nous et c'est consultable sur autorisation. C'est des archives privées, Ouais. donc le propriétaire met les conditions qu'il veut. D'accord. Donc là, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas intervenir en fait. Et ben, quand les gens nous demandent, on demande la permission. Alors, c'est toujours oui. Oui, bien Ils sûr. veulent avoir le contrôle. Bien sûr. Moi, j'ai pas de discussion là-dessus. Bien sûr. Et puis, ça marche toujours. On Bien se sûr. débrouille toujours. Quelle est la plus belle histoire que vous avez pu connaître grâce à ça justement? Oui, écoutez, c'est une histoire récente et à la fois ancienne. Et récente parce qu'elle a trouvé son dénouement la semaine dernière. Oui. Il y a 3 ans, mes collègues du Jura me donnent 2 boîtes d'archives en disant écoute, ça concerne un réseau de résistance, mais c'est complètement dijonais. Moi, c'est des gens de Lons-le-Saunier qui me l'ont donné par l'intermédiaire d'un gars d'Autun. Enfin bref, c'est une histoire. Et je regarde un peu, et puis effectivement, c'est des dossiers d'homologation d'un réseau de résistance dont je comprends qu'il a fonctionné entre 40 et 42. Un réseau de passeurs, un réseau de renseignement. Et j'en informe notre prof du service éducatif, c'est un enseignant du secondaire, de lycée, mais que l'éducation nationale met à notre disposition 2 heures par semaine pour recevoir des classes, pour faire le lien entre notre patrimoine et les élèves, et le programme. Et il préparait justement un dossier sur les débuts de la résistance, pour le concours national de la résistance et de la déportation. On est à l'automne 19. Elle me dit non, mon truc est bouclé, j'ai pas besoin. Je dis regardez quand même, parce que c'est intéressant. Il regarde et puis il se prend au jeu et puis finalement il vient de publier un livre sur ce réseau de résistance. Alors c'est un réseau qui est particulier. Il est dirigé par une femme qui s'appelle Blanche Grenier-Godard, qui était née en 1900. Et ses 2 principaux lieutenants, c'était ces 2 garçons. Sauf que l'aîné était né en 25 et le second en 29. D'accord. Ça veut dire qu'en 40, l'un a 15 ans et l'autre a 11 ans. D'accord. Et le fils aîné donc, se fait gauler comme avec son père et sa mère en 42. Il est déporté, il meurt 3 ans plus tard, donc à 45. Si on compte bien, il a 19 ans. Il meurt de typhus à Dora dans des conditions épouvantables. Et le petit frère, lui, a survécu. Sa mère est rentrée de 3 ans de déportation.
Et Dimitri Vouzel, donc le prof du service éducatif, a établi un contact avec tous les descendants des membres du réseau. Il a obtenu des photos, des lettres envoyées depuis les prisons. Il a compilé tout ça. On a inauguré une exposition lundi dernier, 19 septembre. Le bouquin est sorti et c'était en présence de Jean Grenier-Godard, né en 1929, qui pour ses actions comme résistant entre l'âge de 11 ans et l'âge de 13 ans a reçu la croix de guerre juste après la guerre de 39-45. Il était là avec son épouse, avec son fils, sa fille, son gendre, et il m'a appelé. Il habite pas très loin d'ici, il habite Sospel, au-dessus de Menton. D'accord. Donc ils étaient venus tous en famille, et il m'a appelé samedi dernier. Il m'a dit écoutez, on a passé des moments inoubliables. Je lui ai dit nous aussi des moments inoubliables, et il m'a dit je vous remercie de ce que vous avez fait pour ma mère et surtout pour mon grand frère. Hein, il le voit partir emmené par les nazis en juillet 42. Et puis il ne l'a plus jamais revu. Et surtout, il était disparu, ils ont espéré qu'il revienne. Enfin, vous voyez l'histoire. Et donc, c'est parti de 2 boîtes d'archives. Et ça a abouti la semaine dernière à une rencontre avec tous ces gens qui étaient émus. C'était à la fois un moment, si vous voulez, où l'histoire a rencontré l'émotion. Et franchement, c'était un moment... j'ai des amis qui sont passés à l'inauguration, qui m'ont dit... Ouais, souvent c'est intéressant tes expos, mais là c'était vraiment émouvant. Ah oui, c'est une histoire qui est belle. Et puis donc il a vu les photos de sa mère, les photos de son père, et puis ils ont fait une visite à 2 voix mardi dernier où l'historien disait voilà, ça s'est passé comme ça. Et l'ancien petit garçon, devenu un monsieur de 93 ans, disait ah mais oui, je me rappelle bien, etc. Et en fait à un moment, je me suis dit, mais il n'a pas des souvenirs très précis. Et au fond, c'est pas parce qu'il était trop vieux, aujourd'hui, mais c'est parce qu'il était trop jeune à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait le 16 juillet 1940, vous voyez. Il a, comme un enfant de 10 ans. Sauf qu'à l'âge de 10 ans, il a fait ce qu'ont fait quelques hommes courageux à 20 ou 30 ou 40 ans. Donc cette rencontre-là, elle est récente, mais... elle me restera ça marque pour longtemps. Oui, j'imagine que ça t'a marqué quand même. Oui. Ça a marqué. Vous êtes généalogiste vous-même, Edouard ? Oh bah oui, moi j'ai des ancêtres, comme tout le monde, qui sont du côté de La Rochelle. Et c'est des paysans, et puis pas très loin de La Rochelle, mais ils s'approchent petit à petit de la mer, en quelque sorte. D'accord. Ils viennent en ville, ils sont boulangers, apothicaires, et puis ils font rapidement un métier lié à la mer, mais en même temps... à terre, c'est-à-dire qu'ils sont courtiers maritimes interprètes. Ils font traduction quand il y a des bateaux étrangers qui arrivent, ils font le go-between, si vous voulez. D'accord. Voilà. Et c'est un métier qu'a fait mon grand-père, puis ça s'est arrêté avant la guerre de 40. Mais on a toujours une maison à La Rochelle, c'est là que j'ai mes racines. Et voilà, c'est intéressant. Quand je me promène dans cette ville, je repense à tout ça. Tout à fait. Mais puis je tâche de raconter cette histoire-là à mes enfants. C'est beau. Voilà. J'ai une dernière question, je ne sais pas si elle va pouvoir me répondre. La posez toujours. Je la pose. Les enfants nés sous X aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, y aura-t-il un jour la possibilité pour ces enfants-là d'essayer de retrouver leurs parents biologiques et après justement de remonter leur arbre généalogique, ou ce sera jamais possible? Écoutez, moi je ne suis pas législateur. Ce que je peux dire, en tous les cas, ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a une volonté quand même assez farouche, pas chez tous, mais chez un certain nombre d'entre eux, d'essayer d'approcher. Il ne s'agit pas pour eux de retrouver leur mère et puis de venir polluer sa vie, mais ils veulent savoir, ils veulent comprendre pourquoi ça s'est fait comme ça, quelle est leur histoire. Et puis au-delà, une fois qu'on retrouve une mère, on peut retrouver aussi un lignage. J'avoue que c'est assez poignant, ces histoires-là de la même façon. Alors c'est un peu différent, mais des enfants placés. Des enfants confiés à ce qu'on disait l'assistance publique, enfin l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui viennent nous voir et qui nous disent j'aimerais savoir un peu, j'aimerais aussi savoir avoir des informations dans mon dossier sur la famille dans laquelle j'ai été placé entre l'âge de 4 et 10 ans. Je me souviens qu'ils étaient très gentils. Mais je me rappelle, elle s'appelait Josiane, il s'appelait Didier, mais j'aimerais peut-être en savoir plus sur eux. Vous savez, ils avaient gardé un souvenir d'enfant. Bien sûr. Puis c'est des parcours qui sont
sont tristes, cabossés Ouais. quelquefois, et puis il y a des années quand même dans des familles d'accueil qui sont comme des oasis, un peu dans Tout à leur fait. mémoire, Ouais. dans leur histoire. Et voilà, donc ces besoins-là, en fait, quand les dossiers sont chez nous, on les renvoie à l'ASE et ils sont communiqués par les collègues de l'ASE à ces personnes. D'accord. Parce que c'est entouré d'un peu de psychologie, d'un peu de... Alors que nous, si vous voulez, quand on apporte un dossier, on l'apporte et Oui, puis bien sûr, bien sûr. les gens peuvent se prendre en pleine face des Oui, trucs j'imagine que ça peut être simple. un peu... Ouais, Bien sûr, pas très bien sûr. simple. Comme si dans son arbre généalogique, on s'aperçoit qu'on a eu quelqu'un qui a tué ou quelqu'un qui est un assassin, ou ça n'a pas non plus de facile. Non, alors je vous dirais, les exemples, pas fréquents, mais récents en tous les cas, c'est des enfants de personnes qui ont, alors je mets des parenthèses, qui ont eu des problèmes à la libération. D'accord. Oui. Être enfant de collabo, c'est pas facile non plus. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas facile, on sait pas. Vous voyez, je me rappelle dans le Cantal, un maire qui me dit, ma mère a été condamnée pendant la guerre, puis d'ailleurs on me l'a enlevé, enfin on m'a enlevé à elle, etc. Et puis on a retrouvé finalement que c'était une pauvre femme, une femme pauvre, Oui. qui était condamnée pour grivellerie, de piquer des trucs sur les D'accord. étalages. Ouais. Lui avait peur que, en gros, ça leur ait fait mal qu'elle ait couché avec des Allemands. Enfin, je la fais courte. Ouais, non, Mais c'était bien sûr. ça, D'accord, ouais. C'était, il m'a dit, non, de toute façon, mes parents sont ceux qui m'ont élevé, mais j'ai besoin quand même d'avoir une image de la femme qui m'a donné la vie. Vous Ouais. voyez. Donc c'est parfois pour pas fermer des portes, mais pour faire le tour d'un dossier, pour savoir. Ouais, pour savoir. Ça ne résout rien, Bien sûr. mais ne pas savoir, c'est encore pire. Bien sûr, ouais, c'est terrible. Et donc nous, on est là pour ça aussi, pour entendre cette demande sociale, qui est une demande qu'on pourrait qualifier d'existentielle. Ils n'ont pas besoin, ils font pas de l'histoire académique. Mmh. Ils font pas, comment dirais-je, ils n'ont pas besoin de justifier de droit. Ils Ouais. n'ont pas besoin de. C'est une demande c'est pas formulé dans la loi Ouais. sur les archives, dans le code du patrimoine. Mais moi, j'appelle ça une demande existentielle. Ils ont besoin de ça Mmh. pour leur existence. Ils ont besoin de ça pour avancer. Ouais. Et ça, je trouve que c'est éminemment respectable. Et moi, dans ma pratique professionnelle, j'en tiens compte parce que je crois que c'est très important pour ces gens-là. Bien sûr. Eh ben, c'est très passionnant, Edouard, en tous les cas. Directeur des archives de la Côte d'Or, voilà, pas trop loin de chez moi. Je suis en Corrèze, donc parfois je passe par là. Pas très loin. Voilà, une belle région. La Côte d'Or aussi, c'est une très très belle région. Un métier passionnant que vous faites en tous les cas. D'utilité, important aussi, bien sûr. C'est un peu de mémoire. Vous gardez le trésor de la mémoire du temps, enfin de tous en fait. C'est ça qui est important. Et puis voilà, vous êtes pour moi. Enfin, pour moi, je pense que c'est important de savoir qui vous êtes dans votre métier, dans votre fonction, parce qu'on a une méconnaissance de ce que c'est que les archives départementales. Moi, le premier, je ne savais pas ce que c'était qu'une archive départementale. Tiens, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas ce que je vais faire là-dedans. Et là, je m'aperçois que dans ce que vous me dites aujourd'hui, eh bien, on peut avoir de belles histoires, et des histoires plus tristes, mais c'est vraiment important. Vous faites un beau métier, et en tous les cas, bravo pour cela. Eh bien, à bientôt aux archives de la Côte d'Or. La semaine de la généalogie, Animé par Olivier Bussmann. en direct sur LMR.